Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Les données de l'inflation américaine publiées la semaine dernière n'ont rien de très réconfortant. En plus, les données publiées semblent aller à contresens de ma théorie selon laquelle le pire de l'inflation est essentiellement derrière nous. Est-ce que j'avais tort d'affirmer une telle chose? Aujourd'hui, on revient sur les données de l'inflation aux États-Unis. Je vous explique pourquoi je maintiens toujours mon opinion à l'égard de la direction de l'inflation et je termine en exposant les implications de ce rapport économique à l'égard des actions de la Réserve fédérale américaine. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à ma chaîne pour 4,99 par mois. Ça vous permet aussi de participer au direct ou de les réécouter et vos commentaires sont mis en évidence, ce qui me permet d'y réagir en priorité. Le problème fondamental de la plus récente série de données sur l'inflation américaine réside dans le fait que toutes les anticipations des analystes ont été dépassées. Pour l'IPC global, ceci s'attendait à 8,1 %. Surprise, l'IPC global est sorti à 8,2 %. Sur une base mensuelle, les économistes anticipaient 0,2 % d'augmentation, alors que l'augmentation a été de 0,4 %, soit le double. On remarque aussi une réaccélération de l'inflation. Cependant, là où les marchés ont été le plus choqués, c'est du côté de l'inflation fondamentale. Celle-ci accélère rapidement et à 6,6 %, elle est sortie 0,1 % au-dessus des prévisions des analystes. Mensuellement, l'augmentation de 0,6 % est la même que celle du mois précédent. Le même phénomène d'accélération est observable du côté de l'inflation médiane, de l'inflation tronquée et de l'inflation fondamentale dans sa lecture la plus stricte qui exclut la nourriture, l'énergie, le logement et les voitures usagées. Maintenant, deux éléments expliquent cette reprise importante de l'inflation fondamentale, soit les prix du logement et des services de façon plus générale. Les prix du logement continuent leur ascension, ce qui se répercute sur le prix des services. Quelques éléments à mentionner. Les prix de la nourriture sont en hausse de 11,8 % sur un an, ceux des véhicules neufs de 9,4 % et les prix du logement de 6,6 % sur un an et de 0,7 % sur un mois. Avec une pondération de 32,47 % dans le calcul de l'inflation, ce n'est aucunement surprenant que l'inflation soit plus élevée qu'anticipée compte tenu que la hausse des prix du logement se poursuit. Fait à noter, l'inflation reste élevée malgré le fait que les prix de l'énergie et plus précisément ceux de l'essence ont connu une baisse durant les 3 derniers mois. On se demande alors ce que nous réserverons les données du mois d'octobre dans la mesure où l'essence et le pétrole ont fait un bond récemment du fait de l'ajustement à la baisse de l'offre de brut sur le marché par l'OPEC+. Maintenant, le fait que l'inflation se montre plus résiliente que prévu, veut-il dire que j'avais tort de dire que l'inflation était sur le point d'être vaincue? Je ne crois pas. Tous les éléments que je vous ai présentés dans ma vidéo du mois dernier sont encore valides. Les prix des marchandises poursuivent leur baisse. Les prix à la production poursuivent leur tendance à la baisse. Même chose du côté du prix des importations. Et la croissance monétaire continue sa décélération rapide. Pour ce qui est des anticipations d'inflation, elles ont continué à baisser sur un an et ont légèrement augmenté sur 3 à 5 ans, mais restent très près de la cible de 2 % de la Fed, tout en étant de retour avec la tendance historique des 10 dernières années. Pour ce qui est des prix du logement, le délai incorporé dans la méthode de mesure de l'évolution des prix du BLS, du Bureau of Labor Statistics, continue d'être responsable de la distorsion observée entre les données réelles et la mesure officielle du gouvernement. Je me répète si vous avez écouté mes vidéos précédentes, mais si vous prenez le prix des loyers américains selon l'indice Zillow, le pic de croissance des prix a été atteint en février. Si vous faites le même exercice avec le prix des maisons, le pic de croissance a été atteint en mars dernier. Dans les deux cas, la croissance des prix a ralenti fortement depuis. Or, l'IPC logement, lui, continue d'accélérer, ce qui ne fait aucun sens. Le décalage entre les indices réels de mesure des prix du logement et de celui utilisé par le BLS est d'environ 6 à 12 mois. La question reste donc la même. La Fed en fait-elle trop? À la lumière de ce que je viens de vous présenter, je crois que oui. Si l'inflation reste élevée en raison des prix du logement, mais que la méthode de calcul utilisée cause un retard de lecture sur la réalité économique du marché du logement et que la Fed base sa politique monétaire sur des données dépassées et non représentatives, les probabilités que la Fed surréagisse à l'inflation sont très élevées. En conséquence, l'économie américaine, mais aussi l'économie mondiale, risque de frapper un mur tôt ou tard. Imaginez que l'économie est représentée par un village qui est situé au fond d'une vallée. Pendant des jours et des jours, des pluies diluviennes s'abattent sur celui-ci. Le maire du village, après avoir informé les citoyens que la pluie serait temporaire, finit par se décider qu'il faut intervenir pour éviter que le village soit englouti sous les eaux. Donc, le maire, aidé de son équipe d'employés, détermine
qu'il faut commencer à empiler des sacs de sable autour du village pour le protéger. En raison de son déni initial, le maire pousse son équipe à travailler rapidement, à empiler les sacs de sable les uns par-dessus les autres sans que ce soit fait progressivement en fonction de la montée des eaux. Tout ce que le maire a en tête est que l'eau monte et que le mur de sacs de sable doit être le plus haut possible et ce, le plus rapidement possible. Puis, la pluie cesse, le ciel redevient bleu, le soleil se remet à briller dans la vallée. Essentiellement, le risque d'inondation est passé, le mur de sacs de sable est à une bonne hauteur et rien ne sert de continuer d'en ajouter. D'ailleurs, l'empressement avec lequel les sacs de sable ont été empilés rend le mur instable et met à risque tout le village dans le cas où celui-ci viendrait à s'effondrer. Le maire, lui, est obsédé par le fait que les eaux continuent de monter. Par contre, il réalise pas que cette hausse des eaux est causée par l'eau de ruissellement qui descend dans la vallée. En d'autres mots, rien ne sert d'y réagir parce que le mur est assez haut et que la hausse devrait être marginale. La hausse des eaux devrait être marginale. Malgré ça, il pousse ses employés à continuer d'empiler des sacs de sable. Puis arriva ce qui devait arriver, le mur de sacs de sable s'effondre, l'eau s'engouffre dans la brèche et inonde le village. La morale de l'histoire, en faire trop, c'est comme ne pas en faire assez. À ce jour, il n'y a plus aucun doute que la prochaine hausse de taux directeur en novembre sera de 75 points de base. Les marchés anticipent aussi une hausse similaire en décembre et 25 points de base en janvier pour un taux directeur terminal de 5 % au début de l'an prochain. Parallèlement, la Réserve fédérale américaine continue de réduire son bilan financier en laissant expirer des dizaines de milliards d'obligations mensuellement. Déjà, le système financier mondial commence à craquer, que ce soit du côté des marchés émergents qui se font complètement écraser par la prise de valeur du dollar américain, du côté de l'Europe dont l'économie sclérosée est plongée dans une crise énergétique, au Royaume-Uni qui est embourbé dans une crise inflationniste pesant sur la livre sterling et le marché obligataire britannique, et même aux États-Unis où des problèmes de liquidité ont commencé à émerger dans le marché obligataire. Même la Fed reconnaît dans les minutes du FOMC de septembre qui ont été publiées la semaine dernière qu'elle pourrait aller trop loin dans son resserrement monétaire, qu'en rehaussant son taux directeur plus que nécessaire, la Banque centrale risquait d'étouffer la demande à un point tel que l'inflation pourrait baisser sous sa cible de 2 %. Autrement dit, elle risque potentiellement de créer une récession telle que l'économie tomberait en déflation. Le pire dans tout ça, c'est que l'effet du resserrement monétaire ne s'est même pas encore transmis entièrement dans l'économie. Lors de la crise financière de 2008, la Fed a relevé son taux directeur sur 2 ans, soit de 2004 à 2006. Une fois sa cible atteinte, elle a maintenu son taux directeur stable à 5,25 % pendant un an. La récession a officiellement débuté 1 an et demi plus tard et le chômage a commencé à augmenter 2 ans après que la Fed ait atteint son taux directeur terminal. Alors, si vous pensez qu'en 8 mois, l'économie américaine a absorbé la hausse de 1600 % du taux directeur, vous vivez au pays des merveilles. En terminant, l'obstination de la Fed à vouloir ramener l'inflation à 2 % jumelée à la maladresse avec laquelle elle ajuste sa politique monétaire en se basant sur des données dépassées risque de continuer à donner du fil à retordre aux marchés financiers et d'éventuellement secouer l'économie américaine. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si vous pensez, comme moi, que la Fed en fait trop. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.